Maintenant, pour notre prochaine table ronde consacrée à l'entraide et à la solidarité, je vais donc passer la main à Franck qui va vous faire un propos liminaire. Nous aurons après une vidéo de ma collègue Amélia Lacrafi qui donc se trouve dans l'avion entre Djibouti et Paris. Et puis nous aurons comme panélistes, justement, nous allons encore partir en voyage au Cameroun, au Koweït, à Madagascar et à San Francisco, non pardon, au Maroc, pardonnez-moi, avec Kingé, Zaïda, Jean-Hervé et Sophie. Vous les avez tous, si vous nous avez suivis depuis ce matin, plus ou moins vu. Kingé, c'est sa première apparition. Bienvenue Kingé. Franck, je te passe la main. Merci, merci. Et vous allez voir que notre réseau de futurs élus est déjà formé puisque nous allons tous remplacer Amélia au pied levé et on va le faire avec beaucoup de plaisir, j'espère. Donc, on va vous parler dans cet atelier d'entraide et de solidarité. Et peut-être que vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, mais un important dispositif d'entraide existe depuis très longtemps pour les Français de l'étranger. C'est ce qu'on appelait dans le passé les sociétés de bienfaisance et ce qu'on appelle aujourd'hui les organismes locaux d'entraide et de solidarité. On appelle ça parfois avec un acronyme dont j'oublie souvent la signification, qui est OLES. Donc, on va vous parler des OLES et on va, pour replacer un petit peu la discussion dans un contexte chiffré, les OLES, en fait, sont des associations qui, généralement, sont formées de bénévoles qui connaissent bien la communauté, puisque souvent, ces bénévoles sont dans les communautés depuis très longtemps. Le ministère des Affaires étrangères les soutient depuis aussi assez longtemps. Alors, généralement, avec des petites subventions qu'on pourrait appeler de fonctionnement, mais la ligne budgétaire est quand même assez importante pour le monde. Ces subventions de fonctionnement peuvent représenter jusqu'à 500 000 € par an. Donc, c'est une belle petite somme. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, ces sommes, alors je ne vais pas dire ont été largement dépassées parce que je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je peux vous dire que presque toutes les OLES que je connais dans ma circonscription, qui est très grande, comme la mienne, ma circonscription, c'est la même que celle d'Adjenté, 49 pays, et toutes les OLES qui ont été qui ont sollicité, on va dire, les consulats et le ministère pour obtenir des subventions, ont obtenu ce qu'elles ont voulu quasiment. Il a fallu bien sûr travailler, il a bien sûr fallu expliquer, il a aussi fallu mettre des dossiers en place de façon à expliquer au ministère et particulièrement à la DFE ce qu'on voulait faire de ces fonds, mais ça a très bien fonctionné. Ce soir, ce qu'on voulait faire avec Amélia et avec nos panélistes, c'est vous partager des expériences, en fait, vécues sur le terrain avec ces OLES. Dans une deuxième partie de cet atelier, on vous parlera plus particulièrement avec les élus sortants, donc ça va être essentiellement Jean-Hervé et moi-même, d'un aspect très important des conseils consulaires, qui est ce qu'on appelle les CCPAS, les conseils consulaires en formation aide sociale. Là aussi, vous allez voir, si vous ne le savez pas déjà, qu'il y a pas mal d'aides disponibles et mises en place de façon unique par notre gouvernement français pour les Français qui peuvent se trouver dans des situations précaires. Donc, on va commencer avec une vidéo qu'Amélia a tournée avant de prendre l'avion avec notre ministre pour entrer en France. Laure-Emmanuelle, si tu veux bien passer la première vidéo d'Amélia, elle va nous lancer ce sujet et nous reprendrons à sa suite. Aéroport de Djibouti, je suis ravie de vous parler des OLES. Contrairement aux idées reçues selon lesquelles les Français de l'étranger présentent une apparente prospérité, tous ne vivent pas dans l'opulence. Très clairement, bien au contraire. Certains vivent même dans des situations de très grande précarité. C'est donc pour aider leurs compatriotes en difficulté qu'aux quatre coins du monde, des Français s'organisent en association. Ces dernières prennent alors la forme d'organismes de droit local enregistrés auprès des consulats. Très peu connus du grand public et parfois même des Français qui pourraient bénéficier de leur aide, ces entraides et bienfaisances interviennent pourtant avec une grande efficacité dans tous les domaines de l'aide et de l'assistance. Elles sont des partenaires absolument privilégiés de notre réseau consulaire de par le monde dans la mise en œuvre de notre vision de la solidarité. Toutefois, si elles bénéficient bel et bien de l'appui des consulats de France, ces associations fonctionnent de manière autonome. Elles sont nombreuses à m'avoir témoigné leur sentiment d'isolement lors de mes déplacements dans les pays de ma circonscription en tant que députée.
En effet, ces associations ne sont pas épargnées par certaines difficultés de fonctionnement. Ces dernières sont en grande partie d'ordre financier. Si les subventions allouées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont vitales et constituent un filet de sécurité pour nombre de ces organismes, leurs actions dépendent grandement de levées de fonds extérieurs. Or, le montant de ces dernières fluctue énormément selon la conjoncture. À titre d'exemple, à la crise économique qui a sévi du coup au Liban a beaucoup affecté directement le nombre de dons en fait à l'attention de la Société française de bienfaisance de Beyrouth, dont la survie était clairement menacée par la situation économique du pays, avant que le ministère français accorde une aide exceptionnelle suite à l'explosion du 4 août. Ces obstacles financiers viennent dans certains cas se coupler en fait à d'autres problèmes organisationnels et surtout de visibilité en fait. Toutes ces organisations rencontrent des difficultés à recruter des bénévoles pour faire vivre l'activité et tous ces obstacles jouent grandement sur leur capacité d'intervention auprès de nos compatriotes. Donc je suis très heureuse et honorée de céder la parole à 3 représentants d'associations de 3 pays très éloignés les uns des autres, de l'Asie à l'Afrique du Nord en passant par le Golfe, mais œuvrant tous avec beaucoup de générosité dans le même sens en fait, l'entraide et la solidarité. Alors, j'allais dire merci Zaïda, merci Amélia, même si elle ne nous entend pas. Et justement, je vais passer la parole à Zaïda pour qu'elle partage avec nous son expérience de bénévole, j'allais dire, au sein d'OLES ou au sein d'associations locales au Koweït. À toi, Zaïda. Oui, ben alors pour moi, c'est tout nouveau, tout frais. Je pourrais dire que à cause ou grâce à la pandémie, le premier confinement en 2020, je me suis aperçue qu'on était seul et isolé. Pas à cause du confinement, on l'était déjà avant. Du coup, j'ai créé d'abord un WhatsApp, Solidarité et Bon Plan, pour qu'on reste en contact les uns les autres, si quelqu'un avait besoin qu'on se déplace pour eux, pour aller chercher des médicaments, enfin peu importe, mais garder un lien, que les gens ne se sentent pas isolés, parce que beaucoup se sentaient isolés. À la suite de ça, Amélia m'a parlé de fibres, et je me suis dit que c'était la suite logique de ce WhatsApp, de créer une association d'entraide et de solidarité des Français du Koweït, mais pas que. Pourquoi, mais pas que? Parce qu'on vit dans un pays et que j'estime qu'il faut aussi participer à des actions locales avec des bénévoles du pays. Et donc, on a commencé à participer à du nettoyage sur l'environnement. C'est associé à une association locale pour le nettoyage des plages et du désert. Et puis, avec notre groupe de dames, on s'est réunis. On s'est aperçu aussi qu'on a des petits travailleurs dans la rue qui ont un très petit salaire et donc qui envoient beaucoup dans leur pays. Et donc, on a décidé chaque semaine de préparer des plats chauds ou bien des paniers repas. Et là, bon, ça ne fait pas très longtemps qu'on le fait. On est à 200 distributions. Et on va continuer, c'est-à-dire on va faire ça tous les lundis, on va distribuer des repas. Et on est aussi là pour écouter les Français qui pourraient être en difficulté, qui pourraient avoir besoin de nous, qui pourraient avoir besoin de conseils. Mais à cause de la crise, on n'a pas pu faire de grandes réunions pour expliquer le but de notre association. Mais en tout cas, c'est une association pour s'entraider, pour être solidaire et aussi être solidaire de notre pays d'accueil. Voilà, en gros, à quoi sert notre association localement au Koweït. Voilà, c'est tout. Alors Zaïda, si je comprends bien, c'est une association qui est toute neuve, c'est bien ça, qui est toute jeune. Est-ce que tu as déjà l'expérience? Est-ce que tu as déjà demandé des subventions à notre gouvernement? Est-ce que tu sais déjà comment ça se passe ou pas encore du tout? Non, pas encore, parce que je sais qu'il faut avoir, si j'ai bien compris, il faut avoir un projet. Et pour le moment, mon projet est flou. Il est clair dans ma tête. C'est vraiment l'aide et l'entraide des Français du Koweït, parce qu'on ne peut pas demander des aides pour aider localement. Et donc, j'attends la rentrée pour voir un petit peu quels vont être les besoins des Français sur place, parce qu'on a eu beaucoup de départs. Du coup, on ne sait pas trop. La situation est assez floue.
Et voilà, donc pour le moment, je n'ai pas, on m'a proposé de faire la demande, mais j'ai dit non, je ne vais pas faire une demande sur quelque chose sur du néant, c'est-à-dire je ne peux pas faire un budget comme ça. Donc voilà, je préfère attendre. Mais par contre, pour renflouer les caisses de l'association, parce qu'il faut bien des sous, j'ai fait des, je ne sais pas comment on appelle ça, des tote bags, des portefeuilles, des fabrications, des t-shirts, des sweatshirts que je vends. Et c'est-à-dire, j'ai fait don moi-même des premiers achats, mais les ventes, tout est reversé dans l'association. Voilà, on ne démarre pas à zéro. Voilà. Donc, on verra à la rentrée ce qu'on pourra encaisser et ensuite comment on utilisera cet argent pour aider les gens sur place. Voilà. Est-ce que tu as réussi à construire une petite équipe autour de toi ou pour le moment c'est une initiative Non, je ne suis pas toute seule. Non, j'ai une équipe autour de moi. On est 5-6 femmes et on a réussi à créer ce lien déjà, je trouve très bien, d'être solidaire avec les gens du pays. Et donc, ce petit groupe a participé au nettoyage de plages, de déserts qui sont très, très sales avec beaucoup de déchets plastiques. Enfin, les gens jettent tout sur place, mais on s'est associé à une association sur place qui s'appelle Trash Bag. Et on se réunit tous les lundis autour d'un plat pour les petits travailleurs des rues avec un plat chaud, avec un gâteau, un fruit et une boisson, et des paniers repas avec du riz, des lentilles, de la sauce tomate, enfin tout ce qu'ils peuvent préparer pour plusieurs jours. Voilà. Et ça, on est un groupe de 6 femmes. Très bien. Donc, c'est le tout début de cette aventure. Tout début. C'est bien. Et Sophie, alors, au Maroc, et comment ça s'est passé chez toi ou comment ça se passe chez toi? Alors, moi, c'est comme Zaïda, mon association est toute récente. En fait, c'est parce que j'ai toujours fait, à titre personnel, j'ai toujours aidé les gens que je pouvais aider. Et comme Zaïda, durant le confinement, donc nous, au Maroc, on a été confinés à partir du 16 mars, j'ai créé un groupe Facebook, Communauté franco-marocaine, échange d'informations. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de demandes. Donc, j'ai aidé des compatriotes pour leur carte de séjour, j'ai aidé des personnes pour être rapatriées, pour des problèmes de santé. Donc, il y a eu énormément de demandes et c'est une amie à moi qui m'a dit, mais toi qui es à titre personnel sur le terrain, pourquoi tu ne crées pas une association? Alors au départ, j'avais peur parce que dire association, ça veut dire structure, ça veut dire un sacré investissement et déjà, alors, j'en fais pas mal, on va dire. J'en fais pas mal. Et puis, c'est en échangeant avec Amélia, en fait. J'ai le même parcours que Zaïda, en fait. C'est en échangeant avec Amélia qu'elle m'a donné véritablement l'envie de concrétiser tout ce que je pouvais faire à titre personnel. Donc, on est 3 dans l'association. L'association s'appelle Marrakech Entraide. Et puis, donc, elle est toute récente. Je n'ai pas encore ça joue la montée, quoi. S'il gagne, il monte. Mais je ne vais pas. Je vais voir comment je peux faire pour voir si je peux obtenir une subvention. Mais nous, la première action que l'on va mener, c'est vraiment créer du lien entre les retraités les retraités français à Marrakech, qui sont seuls. Et c'est là où on s'est rendu compte de la détresse véritablement sociale, parce que c'est pas forcément... Alors, il y a des problèmes au niveau de précarité matérielle, etc., mais il y a véritablement un isolement social, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont seules. Certaines n'ont plus de lien avec leur famille en France parce qu'ils se sont brouillés ou... En tout cas, les liens se sont distendus et ils ont besoin de personnes pour échanger, pour vraiment le lien social. Alors, j'ai recruté des bénévoles, comme je suis enseignante, donc j'ai recruté des bénévoles dans mon lycée. Et la première opération que l'on va faire, qui va commencer la semaine prochaine d'ailleurs, c'est véritablement le lien entre générations. Parce que ces personnes ont énormément de choses à apporter à nos jeunes générations, tout comme ces jeunes générations ont énormément de choses aussi à apporter. Donc, j'ai recruté des bénévoles. Je suis très contente pour ça. Enfin, les 3 femmes qui sont avec moi dans cette association sont contentes pour ça. Et puis, comme Zaïda, on a également voulu aider la population du pays qui nous accueille, à savoir le Maroc.
et plus particulièrement les personnes en difficulté de Marrakech. Et on a fait des distributions de paniers pour le Ramadan. Et on l'a fait avant que le Ramadan commence. Donc, on a distribué des paniers de denrées alimentaires non périssables. Et puis, on l'avait fait aussi en décembre. Pourquoi? Parce que là aussi, j'avais été sollicitée par des personnes. Et donc, la première campagne, je l'ai faite toute seule en mobilisant des amis, etc. Mais finalement, c'est une merveilleuse aventure. Et humainement parlant, quand vous rendez le sourire à quelqu'un, quand vous donnez de la joie, ça, personnellement, c'est ma plus belle récompense. Et franchement, c'est mon moteur et c'est ça qui fait que j'avance tous les jours et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à aider toutes les personnes qui sollicitent notre association. Voilà. Merci Sophie. King, comment ça se passe au Cameroun? Bonjour Franck, je vais bien. Alors, sur le Cameroun, alors l'association d'entraide du Cameroun est légèrement un peu plus différente des autres parce qu'elle a pratiquement presque 10 ans d'existence. Alors, sur le Cameroun, ce n'est pas partie d'initiatives personnelles, mais plutôt partie de l'initiative des deux associations reconnues d'utilité publique que sont Français du Monde et l'UFE. Donc, il faut savoir que sur le Cameroun, l'association d'entraide de Douala, je parle bien des Français de Douala, même si, entre guillemets, on intervient beaucoup sur Kribi et un petit peu sur Yaoundé, cette association, en fait, a une part du principe que, vu qu'on a deux associations au service des Français sur le Cameroun, il y a une tournante, en fait, tous les 2 ans. Donc, c'est les présidents de chaque association, en fait, qui prend le relais tous les 2 ans. Et au milieu de cette association, donc, vous avez le CAFCAM, qui est le cercle d'affaires, en fait, français du Cameroun, qui fait office de secrétaire. Pourquoi le CAFCAM? Parce que via le CAFCAM, vu que c'est fait et est constitué en majeure partie des entreprises franco-camerounaises, on arrive à lever des dons et des subventions que l'État, par exemple, ne peut pas nous apporter. Parce que l'État donne une enveloppe généralement entre 10 et 15 000 euros, mais vu qu'on a souvent beaucoup de cas et beaucoup de problèmes, c'est jamais assez. Donc, on est très souvent obligé de faire appel aux dons des entreprises qui, chaque année, en fait, sponsorisent. Bon, il y a les entreprises de la place, il y a Air France, il y a le SABC, donc les brasseries ici, donc qui est le groupe Castel, vous avez Orange. Enfin, les grandes entreprises de la place mettent quand même la main à la pâte. Et moi, je suis rentré là-dedans il y a environ 3-4 ans parce que nous, on venait de reconstituer l'UFE et j'étais membre de l'association d'entraide. Mais l'action est vraiment devenue très significative et c'est là où on a eu besoin de tout le monde à cause du Covid. Parce que le Covid a fait que les gens, on a découvert des cas, on a découvert des personnes qui n'osaient jamais demander ou qui n'osaient pas frapper à la porte. Et là, avec le Covid, on a vraiment eu des surprises. Et quand je dis que l'association d'entraide ne s'arrête pas qu'au Cameroun, parce qu'on a eu un cas assez particulier, justement avec Amélia, où il y avait des Français mineurs qui étaient au Cameroun pour une mission de bénévolat, perdus quelque part dans un village du Cameroun. Et il fallait les faire partir de ce village, parce qu'en plus, ils étaient testés positifs au Covid, mais ils étaient asymptomatiques. Donc, les populations locales ne voulaient pas les toucher ni leur parler parce qu'ils étaient comme des pestiférés. On ne voulait pas leur donner à bouffer. Et il a fallu que nous, on trouve un réseau, une façon de les faire partir du village dans lequel ils étaient pour les ramener sur Yaoundé afin qu'on puisse leur délivrer un laissez-passer pour rentrer sur Paris. Et c'est passé par l'association d'entraide justement pour arriver à ça. Bon, ça, c'est pour le petit lien justement avec l'international. Mais sinon, localement, on a des Français qu'on aide tous les jours au niveau de Douala, surtout depuis qu'il y a le Covid. Vous avez des Français qui n'ont même plus de quoi subvenir à leurs besoins. Alors, il faut savoir que l'association d'entraide est un peu apparemment parce que c'est vrai qu'on a installé la CFE, mais depuis le Covid, beaucoup de Français se plaignent du fait que la CFE ne marche pas si bien que ça, ne sont pas remboursés et nous reviennent régulièrement vers nous en nous disant qu'ils ont l'impression que la CFE invente des prétextes pour ne pas les payer ou pour ne pas les rembourser. Du coup, eux se retrouvent finalement à demander des aides au niveau de l'association d'entraide. Ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est des rapatriements, parce qu'il y a beaucoup qui ne s'en sortent plus.
Et là, on a demandé un budget pour l'association d'entraide cette année. On a dû avoir 8 000 ou 7 500 euros. Moi, en tant que secrétaire général de l'UFE, parce qu'on a perdu notre président, donc j'ai participé à l'élaboration du budget. On a eu juste de quoi couvrir un peu de Douala. Et la grosse partie des fonds vont surtout à Kribi, qui est une ville où on a une grosse communauté de retraités. Parce que beaucoup de retraités partent de la France parce qu'ils ont des toutes petites retraites. Donc, ils arrivent à Kribi, qui est un peu une petite station balnéaire où, avec un petit peu, on arrive à s'en sortir. Sauf qu'en ce moment, à cause du Covid, il y a beaucoup de ravages. Donc, l'association d'entraide est vraiment active du côté de Kribi. Et on essaie, en fait, de régler les dossiers au cas par cas parce que c'est pas toujours évident. Là, c'est Français du Monde qui occupe la présidence. On a une nouvelle présidente qui est assez dynamique. Et vu que les deux associations ont toujours fonctionné main dans la main, la particularité de notre association d'entraide, c'est vraiment d'avoir les deux associations réunies. Parce qu'il y a toujours ce clivage, même s'il n'existe plus depuis l'avènement d'En Marche, qu'on dit que l'UFE, c'est plus ou moins la droite et Français du Monde, la gauche. Je peux dire que l'avantage avec En Marche, c'est que ce clivage a complètement sauté. Enfin, sur le Cameroun, après, je ne fais pas partie, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Donc, voilà un petit peu pour l'association d'entraide au niveau de Douala. Super. Et vous êtes combien dans cette association, Kinge? On doit être une trentaine de membres avec un bureau d'environ une dizaine de personnes avec des profils assez variés. Moi, par exemple, je suis directeur logistique. Vous avez des médecins, vous avez des financiers. En fait, l'avantage, c'est quand on a un souci, on arrive quand même à faire un brainstorming de manière à pouvoir trouver rapidement des solutions. Et comment, donc, pendant cette crise ou sans crise, comment est-ce que l'association travaille avec le consulat, par exemple? Alors, le consulat, il faut savoir que c'est le consulat qui héberge l'association d'entraide. Donc, ils sont membres d'honneur. Ambassadeurs et consuls sont membres d'honneur de notre association d'entraide. Donc, tout ce qui est fait et tout ce qui est décidé est toujours fait en concert avec le consulat. D'ailleurs, c'est le consulat qui nous aide à monter le dossier pour la demande d'aide annuelle et qui l'envoie au gouvernement. Donc, je dirais que l'association ne pourrait pas fonctionner sans le consulat et l'ambassade sur le Cameroun. Et tous les dossiers ou tout ce qui est situation d'entraide passe généralement par l'avis du consul ou de l'ambassadeur, qui sont un peu nos supports administratifs. En tout cas, les relations avec une superbe coopération entre les associations. Oui, exactement. Très belle coopération. Et l'avantage, exactement. Et l'avantage justement des élections consulaires, c'est que honnêtement, je ne le pensais pas, mais je me suis beaucoup plus retrouvé à partager mon expérience sur l'association d'entraide que toute autre situation que j'ai pu gérer en tant que représentant d'En Marche du Cameroun. Très bien. Merci de ce témoignage, Kinge. On va passer à Madagascar chez Jean Hervé, qui lui aussi a une assez longue expérience, si je puis dire, des OLES, puisque tu es dans 4 OLES. C'est ça que tu me disais, Jean Hervé. Oui, alors ça, c'est lié à mon itinéraire de changement de domicile à Madagascar. Je suis resté adhérent de l'OLES d'Antsirabe, qui s'appelle en fait la maison de retraite d'Antsirabe, puisque à Madagascar, on a une historique très ancienne de sociétés de bienfaisance de Français qui ont été créées à l'indépendance et qui sont restés et qui, même à l'indépendance, ont hérité de certaines actions sociales, religieuses qui avaient été créées pendant la période coloniale. Donc aujourd'hui, on a des OLES de taille et d'histoire très différentes. On en a plus d'une dizaine maintenant à Madagascar. L'organisation du réseau ici est d'essayer de faire une OLES auprès de chacune des agences consulaires. Partout où on a une agence consulaire et un consul honoraire, on essaye d'organiser à côté de lui, de susciter l'animation, la création d'une association d'entraide et de solidarité, donc d'une OLES. Elle démarre en général par de l'adhésion et de la cotisation de la collecte de fonds locales pour les nouvelles. Il y en a 3 nouvelles récemment constituées, à Sainte-Marie, à Fort-Dauphin et à Fianarantsoa, pour ceux qui connaissent. Et puis, les très anciennes, eh bien, elles ont un patrimoine. Par exemple, celle d'Antsirabe est la première à laquelle j'ai adhéré parce que je suis venu pour
travaillait en Sirabé. Elle a un très grand bâtiment qui autrefois était une maison de retraite. Une partie a été transformée en résidence hôtelière et une partie héberge l'internat du Collège français et une autre partie héberge des bureaux d'associations, d'ONG. Et j'avais d'ailleurs un moment un bureau dans cette organisation, dans ce bâtiment qui est un très beau bâtiment. Alors, il y a des cas tout à fait différents où ce sont des petites associations qui ont été créées par 4 ou 5 personnes. Et on a vu parfois aussi les risques et les difficultés quand 2 ou 3 personnes dynamiques quittent l'association parce qu'elles déménagent, parce qu'elles changent, elles sont fatiguées parfois, eh bien, l'association peut disparaître. D'où l'intérêt de les organiser en réseau au niveau national. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement avec la mise en place d'un collectif des OLES. Avec un peu le clivage dont parlait Kingé tout à l'heure, qui ici demeure, avec d'une part des associations affiliées plutôt à des dirigeants UFE, d'autres plutôt à des dirigeants ADFE, et puis quelques-unes qui sont plus centrales, plus indépendantes et proches de nous. Voilà, donc sur la douzaine d'OLES, on a 2 présidents d'OLES ou responsables d'OLES qui sont candidats sur notre liste, dont la numéro 2 de ma liste, Geneviève Faradjala, qui est trésorière de l'OLES de Tamatave. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que ces OLES travaillent en lien étroit avec le service social du consulat et ce n'est pas du tout une concurrence, comme j'ai cru le voir passer tout à l'heure dans le chat, mais au contraire un rôle de relais, de démultiplication. Par exemple, quand on a des familles en difficulté dans des villes de province, le temps que le service social prenne contact par téléphone ou par l'intermédiaire d'un consul honoraire avec la famille et que le dossier soit instruit, que les ordres de paiement soient donnés, la famille aurait le temps de mourir de faim ou de maladie. Donc, en général, dès qu'il y a un avis favorable donné par l'assistante sociale du consulat, l'OLES reçoit un message qui l'autorise à faire une avance sur sa propre trésorerie à la famille pour la dépanner dans l'urgence. Et si la dépense est éligible au budget d'aide sociale du consulat, l'OLES est ensuite remboursée par le consulat de l'avance qu'elle a fait à la condition d'avoir obtenu l'accord avant de décaisser, bien entendu. Ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement au quotidien. Les OLES peuvent aussi, bien sûr, développer de la collecte de fonds. À Madagascar, c'est très inégal, mais globalement, les subventions représentent 80% du budget des actions des OLES. Il paraît qu'on est un des pays où la part de subvention est la plus importante. Pour vous donner un chiffre sur l'ensemble du pays, on a une forte progression grâce à l'action gouvernementale en 2020, puisqu'on était à 42 000 € de subventions en 2019 et qu'on est monté à 82 000 € en 2020. Et ça, bien sûr, dans le cadre du budget social de 50 millions d'euros qui a été voté au Parlement. Et j'en profite pour remercier les députés qui ont contribué à cette décision. Alors, ça a été mis en œuvre de manière très efficace et en même temps très surveillée, puisque ça, c'est un point sur lequel je voudrais aussi insister. Et là, c'est mon expérience de conseiller des Français de l'étranger, au départ conseiller consulaire, comme Franck. Le lieu où ces choses se discutent, c'est bien le conseil consulaire. Et ça, c'est pour nos futurs collègues conseillers du monde entier, dont nombreux sont ceux autour de la table ici, sous les couleurs d'En Marche. Eh bien, c'est un des moments intéressants de nos activités dans le conseil consulaire parce qu'on a le bilan du service social du consulat. À Madagascar, c'est 550 000 € par an d'aide sociale distribuée à 500 bénéficiaires environ. Et puis, c'est les subventions distribuées aux OLES, avec chaque OLES qui présente son bilan de l'année précédente, ses comptes et ses projets pour l'année suivante. Et on discute, et pour certaines, on attribue le montant total demandé, pour d'autres, on propose une réduction du montant. Donc, il y a une analyse qui se fait par le service social du consulat, mais ensuite, c'est bien les propositions du conseil consulaire qui sont transmises à Paris, à l'administration, qui réunit la Commission nationale pour la protection et l'aide sociale, dans laquelle il y a quelques élus qui viennent de l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà, juste pour vous résumer le dispositif institutionnel auquel vous allez participer après votre élection et qui est un des moments sensibles et intéressants de notre action. Absolument. C'est un moment très important du mandat de conseiller consulaire parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans peut-être 95% des cas, les avis du conseil consulaire sont suivis à Paris. Et donc, on disait en introduction avec Anne Jonté que peut-être les conseillers consulaires, ou en tout cas les futurs conseillers des Français de l'étranger, n'avaient ni pouvoir décisionnaire, ni pouvoir législatif, ni pouvoir financier. En fait, on s'aperçoit qu'avec la pratique, avec l'expérience, on influence beaucoup les décisions qui vont être prises à Paris. Et ça, c'est vraiment ce que les conseillers consulaires doivent bien comprendre. Leurs avis sont importants. Leurs avis comptent
quand le travail est bien fait, les avis des conseils consulaires sont suivis à Paris. Et donc, notre rôle est un rôle, j'allais dire quand même, important, prépondérant dans la vie de nos communautés locales. Donc, Jean-Hervé qui parlait de budget pour ces OLES. Chez moi, par exemple, à Katmandou, on a réussi pendant le Covid à lever quasiment 150 000 € pour venir en aide aux familles qui se trouvent, souvent des familles d'entrepreneurs, qui se trouvaient complètement bloquées économiquement par la crise sanitaire et le manque de touristes. Donc, cette aide a été vitale pour toutes ces familles et cette aide a été effectivement débloquée grâce aux 50 millions d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement. Je ne sais pas, Anne, si tu veux réagir. Justement, ça tombe bien. Ces expériences. Voilà, je voulais justement réagir exactement sur ta dernière phrase pour dire que Franck, en fait, il est suffisamment modeste et pudique pour dire, il a terminé sa phrase à l'instant en disant « grâce aux 50 millions du gouvernement ». Oui, il a oublié une autre partie essentielle. L'argent n'est pas suffisant. C'est bien l'argent, mais il faut aussi de l'énergie et de l'action sur le terrain. Et ça, c'est lui, c'est Franck qui l'a mise en œuvre. Donc, moi, je vais compléter la phrase de Franck en disant que c'est grâce à l'argent du gouvernement, mais c'est aussi grâce à son action de conseiller consulaire qui a permis de repérer ce qu'il se passait, de transmettre, d'alerter, d'insister parfois. Et je sais qu'en matière, en qualité, en capacité à insister, Jean-Hervé est un très grand connaisseur aussi, et ça leur permet à l'un et à l'autre d'obtenir des résultats. Donc, Zaïda et Sophie, qui toutes deux préparaient finalement des associations qui pourraient être montées prochainement, eh bien, franchement, je pense que et Franck d'un côté et Jean-Hervé de l'autre pourront être des mentors tout à fait remarquables pour vous aider à monter vos associations. Et d'ailleurs, derrière Jean-Hervé, je vois un mot qui est essentiel, écrit en blanc sur fond rouge, qui est le mot fraternité. Et c'est justement ça qui est, je crois, le cœur de vos initiatives aux uns et aux autres. Alors, quand je vois dans le chat quelqu'un qui s'étonne, qui a envie, on dirait, de donner une connotation religieuse à ça, il n'y a pas de religieux, c'est de la pure fraternité, une valeur profondément française, la troisième valeur de notre devise. Oui, vous développez, vous incarnez la fraternité à la française au bénéfice de ces Français dont Amélia soulignait, Amélia Lacrafi, ma collègue tout à l'heure dans sa vidéo, que oui, à l'étranger, nous sommes loin d'avoir que des Français qui ont les poches pleines, très très loin. Et grâce à vous, ces Français en difficulté trouvent une solution pour essayer de s'en sortir dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Donc voilà le point que je voulais ajouter, parce que là vraiment, les conseillers consulaires, les conseillers des Français à l'étranger ont un rôle essentiel à jouer, notamment parce que c'est vous qui allez repérer où sont les situations difficiles. Et là, je suis certaine que tant Sophie, dans son initiative, que Zaïda, toutes les deux qui démarrent leurs initiatives, bon, Jean-Hervé et Franck ont une grande expérience, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt dans la journée, les personnes en grande difficulté, mais pour l'essentiel, n'osent pas le dire. Elles n'osent pas le dire. Elles vont rester seules avec leurs difficultés. Et c'est là tout l'art, tout le talent, avec beaucoup de bienveillance, de pudeur, de discrétion. C'est tout l'art du conseiller des Français à l'étranger, avec le temps parfois nécessaire pour amener ces personnes à être convaincues qu'on peut les aider, tout en respectant leur intimité et la discrétion nécessaire à la situation qu'ils peuvent traverser. Et c'est là tout le talent des conseillers des Français à l'étranger. Donc je sais que tous qui êtes là, vous saurez très très bien le faire. Et moi, je dois dire que comme ayant présidé la commission d'investiture, ayant vu le profil de tous nos candidats, pour nous, à la commission d'investiture, c'était un critère très fort d'identification et de choix de nos candidats, cette capacité à faire vivre cette troisième valeur de notre devise qu'est la fraternité. Voilà, Franck, ce que je voulais ajouter. Merci Anne. Ce que je retiens aussi de toutes ces expériences, c'est ce qui est important dans les OLES, à travers le témoignage de Jean-Hervé, de Kingue, de Sophie ou de Zaïda, c'est l'agilité des OLES. Les OLES sont formés de bénévoles, c'est pas seulement les conseillers consulaires, c'est des réseaux, c'est des yeux, des oreilles, comme disait Jean-Hervé, un peu sur tout le territoire, qui aident
à repérer les cas, les difficultés, parfois à monter les dossiers. Et ça aussi, c'est important. Cette agilité, on ne la trouve qu'auprès des bénévoles. C'est pas une agilité qu'on va trouver auprès des consulats qui nous soutiennent tout le temps, qui soutiennent tout le temps les OLES quand elles font du bon travail et qui jouent vraiment la carte de la complémentarité avec tous ces bénévoles et qui parfois les aident aussi à rédiger des rapports, à présenter les dossiers d'une façon un petit peu plus professionnelle. Et ça aussi, c'est important de le dire, les consulats, les OLES souvent travaillent la main dans la main et c'est essentiel. J'ai beaucoup aimé aussi dans l'intervention de Kingue le fait que parfois les entreprises aident les OLES. Alors, chez moi, je n'ai pas cette chance, mais je suis ravi de voir que dans un pays comme le Cameroun, les Air France et les Castel, si j'ai bien compris, mettent aussi la main à la poche pour aider la communauté de façon complètement apolitique et de façon complètement généreuse, hein, si je puis dire, pour encore une fois venir en aide aux plus précaires. Jean-Hervé, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste un mot pour souligner des écueils qu'il faut éviter, des leçons tirées de notre expérience. La première, c'est qu'il est important d'avoir un groupe qui prenne les décisions et d'éviter d'engager les OLES dans des aventures qui dépassent leurs capacités. Je peux vous témoigner de l'exemple de l'OLES de Fianarantsoa, qui est défunte et qui vient de ressusciter pendant la crise Covid, mais elle est défunte en 2015 parce que le consul honoraire sur place, qui était en même temps le trésorier de l'OLES, avait décidé de financer l'évacuation sanitaire d'un Français qui était en difficulté. Et le budget, la totalité des réserves de l'OLES y sont passées. Le consulat n'avait pas donné son accord, le consulat général, donc il n'a pas voulu rembourser. Et du coup, l'OLES est décédé suite à cette mauvaise décision qui avait été prise trop rapidement par une personne seule. Donc, je crois que c'est important d'avoir un vrai fonctionnement associatif et une procédure de décision et de validation interne des engagements. Un autre exemple, des OLES se sont engagés dans l'aventure d'aider les gens à démarrer des petites activités économiques avec du crédit. C'est une activité que je connais bien parce que c'est mon métier. Dans certains endroits, ils l'ont bien géré. Et puis, dans d'autres endroits, ils se sont retrouvés avec des gens qui avaient reçu de l'argent qu'ils considéraient comme de l'argent public parce qu'ils associaient de trop près l'OLES avec le consulat. Et bien sûr, ils n'ont pas remboursé et ça a vidé la moitié de la caisse de l'OLES alors qu'elle avait prévu d'utiliser les remboursements pour autre chose. Et voilà, c'est les deux points principaux tirés de l'expérience sur lesquels je vous invite à être vigilant. Et le dernier élément quand même, c'est la diversification des ressources. On le voit bien. On a ici à Madagascar des OLES qui sont un peu trop dépendantes des subventions. Et moi, j'encourage beaucoup à l'appel à la charité publique, hein, comme on dit en bon anglais, et aussi à l'appel aux entreprises. Et ça commence à venir. Par exemple, nous, on a réussi à recycler les invendus de supermarchés pour faire des paniers alimentaires pour les familles françaises en difficulté. Et petit détail, le consulat ne prend en compte que les dépenses qui sont engagées au profit de familles françaises. Et à chaque fois, on doit relever l'identité et le numéro d'immatriculation consulaire de la famille bénéficiaire. Il faut faire très attention à ça parce que quand on n'est pas capable de justifier l'identité et la photocopie de la carte consulaire, clairement, de la famille bénéficiaire, eh bien, là, on n'est pas remboursé de l'avance qu'on a pu faire pour l'ordre du consulat. Voilà, voilà. Merci Jean-Hervé. Maintenant, peut-être qu'on va essayer de vous parler davantage d'aide sociale. Hein. On parle d'entraide et de solidarité. Bien sûr, les OLES sont un élément important, mais les conseils consulaires aussi sont un organisme très important où les aides sociales sont disponibles et sont surtout distribuées. Et avec Jean-Hervé, on pensait que c'était intéressant de faire le point sur ce que les conseils consulaires peuvent faire en matière d'aide sociale. Et vous allez voir, il y en a plusieurs qui sont parfois méconnus et qui sont très, très utiles à plusieurs de nos Français. Je pense par exemple à l'allocation de solidarité. Jean-Hervé, à quelle autre aide sociale tu penses quand on est en conseil consulaire ? Tu viens de citer l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Hein, ce n'est pas la même chose que le minimum vieillesse en France. On est hors de France, donc on n'est pas du tout sur les mêmes normes. On a en général un taux de base. Ce qu'on appelle le taux de base, en fait, est un plafond du montant de l'aide par individu qui est fixé par la Commission nationale en fonction du niveau de vie du pays ou du coût de la vie dans le pays. Pour vous donner une indication, Madagascar, c'est un des pays sans doute les plus bas du monde. On est à 168 € par mois d'aide maximale.
Donc, par exemple, une personne âgée qui est sans ressources, elle peut recevoir mensuellement du consulat jusqu'à 168 €. Si elle a des ressources, elle reçoit le complément entre ses ressources et ce taux de base qui est en fait le plafond de l'aide. Si elle est propriétaire de son logement, il y a une petite réduction, je crois, de 35 € pour le loyer. Ça, c'est l'aide, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Une deuxième qui a été très méconnue quand j'ai commencé mon mandat et que j'ai beaucoup contribué à développer, c'est l'aide au paiement des cotisations à la CFE. Et là, ça touche des gens qui ne sont pas des pauvres, ça touche des gens à des revenus modestes ou moyens. Et parce que là, la référence de revenus, c'est une référence française. C'est la moitié du plafond de la sécurité sociale. Donc, c'est actuellement 20 568 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne ou un foyer dont les revenus annuels sont inférieurs à 20 568 € peut bénéficier d'une aide au paiement de la cotisation à l'assurance maladie de la CFE. En fait, cette aide, ça lui permet de s'assurer pour le montant forfaitaire de 201 € par trimestre, soit 67 € par mois, pour bénéficier du remboursement de ses soins, aussi bien dans le pays de résidence que sur le territoire français, si par exemple, elle revient en France pour des soins. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Nous, à Madagascar, on a un département français proche qui s'appelle La Réunion, qui est considéré par les Français de Madagascar comme notre hôpital régional. Et donc, quand les gens ont quelque chose de sérieux, il faut qu'ils aient encore les moyens de se payer l'avion ou d'avoir une évacuation sanitaire. Mais grâce à ce paiement de 201 € par trimestre de la CFE, ils peuvent se faire soigner à La Réunion. Et c'est quand même quelque chose de précieux pour beaucoup de gens. Alors, les autres aides sont des aides qui sont appréciées par le service social du consulat. C'est notamment l'aide aux personnes handicapés, que ce soit des adultes ou des enfants. Et donc là, il y a bien entendu une évaluation du handicap par un médecin et il faut avoir 80% de niveau d'handicap pour bénéficier de cette aide. Et bon, voilà, je crois qu'on a cité les trois principales en dehors de l'aide exceptionnelle, solidarité occasionnelle Covid que nous avons actuellement, qui a été distribuée. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. Alors, chez nous aussi, dans mon conseil consulaire, on a parfois à distribuer des aides, des allocations, par exemple, enfants handicapés. Là aussi, il y a le gouvernement a prévu de pouvoir aider des enfants qui ont une carte d'invalidité minimum de 80%, et les aides peuvent être substantielles, surtout dans des pays comme le mien en Inde, où 200, 300 €, 400 € peuvent éventuellement permettre de survivre. Et ces aides, encore une fois, sont distribuées par le conseil consulaire, donc avec l'avis des conseillers consulaires. Donc les conseillers consulaires doivent étudier les dossiers avec le consulat, doivent s'assurer que les familles sont connues, éventuellement, peut-être leur parler parfois, peut-être parfois aussi engager la société de bienfaisance pour savoir si on peut des familles qui ont besoin, si elles n'ont pas besoin de plus que ce qu'elles demandent. Et là encore, le rôle du conseiller consulaire est vraiment important, est vraiment essentiel. C'est vraiment lui qui va apporter l'aspect humain, on va dire, qui est étudié en conseil consulaire. Et je crois que c'est, comme le disait Jean-Hervé tout à l'heure, un rôle qui est vraiment intéressant, qui est vraiment passionnant, qui fait que on décline le mot que Anne repérait tout à l'heure sur le drapeau derrière Jean-Hervé, la fraternité, la valeur qui anime un petit peu tous ceux qui, j'espère, viennent en politique en ce moment, en tout cas viennent et participent à ces élections au nom de la République en marche. C'est vraiment cette valeur qu'on met en avance dans ces conseils consulaires et dans ces OLES qui distribuent un petit peu la générosité, on va dire, de l'État français, en coopération, il ne faut pas l'oublier, avec les consulats, les ambassades. La coopération de toutes ces personnes est vraiment essentielle pour venir en aide à notre communauté, encore plus lorsqu'il s'agit d'une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, où, comme Anne le disait tout à l'heure, les gens parfois n'osent pas, hésitent, ne connaissent pas et du coup ne sont pas aidés comme ils pourraient l'être. Et je crois que c'est vraiment important pour tous ceux qui vont devenir conseillers consulaires ou conseillers des Français de l'étranger d'avoir de très, très grandes oreilles, d'être très, très à l'écoute des communautés, des associations, des bénévoles sur le terrain, parce que c'est avec eux que vous allez travailler et que vous allez apprendre à écouter votre communauté et apprendre à l'aider.
Et je crois que c'est ça qui est vraiment fascinant dans ce rôle de conseiller consulaire lorsqu'on on s'occupe d'aide sociale. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Hervé, si tu vas ajouter quelque chose, mais c'est un des aspects de notre rôle qui m'a vraiment beaucoup apporté. Vas-y. Tout à fait. Hein, pour moi, j'ai les deux piliers de la fraternité, c'est celui-ci et l'enseignement. Et je dirais, on arrive souvent à faire travailler ensemble les OLES et les associations de parents d'élèves. Quand on voit des familles françaises en difficulté, par exemple, qui n'ont pas réussi à avoir le niveau des bourses qui étaient nécessaires pour l'équipement scolaire ou qui ont des problèmes de cantine alors que le dispositif local ne convient pas, on arrive parfois à susciter une coopération entre une OLES et une association de parents d'élèves pour aider quelques familles à organiser une restauration bon marché à proximité de l'école. Donc, vous voyez, c'est les deux choses qui, humainement, sont les plus enrichissantes, je trouve, sur le terrain et qui nous mettent en proximité en réponse à des besoins humains et qui montrent que notre fraternité républicaine, eh bien, elle s'exerce hors de notre territoire et grâce aux élus, hein, parce qu'il faut être clair, ce n'est pas le personnel du consulat général de la capitale qui peut agir en telle proximité. Ça ne peut être que des bénévoles, qui soient des consuls honoraires, qui font parfois très bien leur job, ou que ce soit des militants associatifs, des différentes associations de Français et surtout des OLES. Donc moi, j'encourage vivement tous les candidats, tous les futurs élus et les citoyens électeurs qui nous écoutent à s'impliquer dans ces associations pour les faire vivre et densifier le réseau de solidarité qui fait la fierté de notre action à l'étranger. Et alors, peut-être pour conclure, avant de conclure avec la dernière vidéo qu'Amélia nous a envoyée avant de monter dans l'avion, ce qui est aussi assez intéressant dans ce qu'on est en train de former, hein, j'espère qu'on aura beaucoup d'élus aux prochaines élections, c'est qu'on est en train de former aussi un réseau. Et on s'aperçoit aujourd'hui autour de cette table qu'on vient du monde entier, qu'on vient d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, et que nos expériences sont très différentes les unes des autres. Hein, ce que Jean-Hervé a pu vivre à Madagascar, c'est pas du tout ce que moi je vis en Inde, c'est sûrement encore différent de ce que Sophie vit au Maroc, de ce que Kingue vit au Cameroun. Et je crois que ce réseau d'élus que nous allons former va pouvoir très certainement ajouter des couches d'énergie les unes aux autres pour vraiment former un superbe réseau d'entraide en matière peut-être d'information, en matière de créativité, en matière d'opportunité, comment ça s'est passé chez l'un et comment ça pourrait se passer chez l'autre. S'entraider de cette façon-là aussi va être, à mon avis, très important dans le succès de tous vos futurs mandats. Je n'ai pas de problème à dire que moi, j'ai appris aussi avec les gens que j'ai pu fréquenter depuis 2014, qu'il s'agisse de parlementaires qui avaient beaucoup d'expérience, qu'il s'agisse aussi de bénévoles que j'ai pu rencontrer sur le terrain et qui m'ont raconté leurs expériences, qui sont venus me dire voilà comment ça s'est passé et voilà comment ça se passe plus et voilà comment toi tu pourrais faire que ça se passe à nouveau. Et c'est tout ça qui fait que on aide nos communautés en tant qu'élus, en tant que bénévoles, en tant que juste citoyens, et c'est vraiment important. Anne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe la vidéo d'Amélia peut-être ? Écoute, volontiers, Franck, parce que à vous écouter, je vais prolonger ce que tu étais en train de dire. Il me semble là que nous avons matière, on voit bien que monter une association d'entraide, de bienfaisance, on peut se débrouiller tout seul, mais enfin c'est plus facile quand on peut partager avec d'autres, quand on peut avoir des mentors, quand on peut avoir des personnes qui nous aident, qui nous guident, qui nous mettent en garde, comme le soulignait Jean-Hervé tout à l'heure sur certains points, et que ça peut être extrêmement enrichissant. Donc moi, je proposerais bien volontiers que nos élus, une fois élus, très vite construisent ce réseau dont tu parlais, afin que la fraternité incarnée par la majorité présidentielle prenne tout son sens et qu'on puisse très rapidement avoir des élus opérationnels. Et être opérationnel, ça veut dire recevoir de l'aide, des conseils, des mises en garde, du mentoring pour pouvoir être très efficace. Et puis, je voudrais rebondir sur une remarque qui était faite dans le chat que je trouve extrêmement intéressante. Et là aussi, il me semble qu'on pourrait y réfléchir. C'est finalement monter une association, c'est bien, mais parfois sur certains aspects spécifiques de l'aide, on peut avoir besoin d'une formation. Et là, ce qui était souligné, c'était le besoin de formation
psychologique, car là aussi, là je parle comme médecin j'ai été amenée à travailler auprès de populations en situation de précarité. À l'époque, on appelait ça le RMI, c'était l'ancêtre du RSA, et je faisais des bilans de santé de ces personnes-là, et je peux confirmer que être médecin, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des formations pour comprendre, pour être capable d'écouter, d'entendre, de parler, de recevoir la souffrance de l'autre. Ce n'est pas facile de recevoir la souffrance de quelqu'un d'autre. Et je trouve que là, il serait intéressant de réfléchir à un parcours, à quelque chose. Ça peut peut-être commencer par du partage, mais une forme de formation psychologique à l'approche des personnes en grande difficulté. C'est lourd, c'est difficile. Il faut savoir à la fois avoir une forme d'empathie, mais aussi une forme de distance. C'est pas simple. Parfois, certains ont un talent. Je suis admirative de ceux qui ont le talent pour savoir tout de suite savoir comment il faut faire. C'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'étais bien contente en la matière qu'on ait pu m'aider sur ce parcours. Donc voilà les deux pistes qui me semblent intéressantes à creuser une fois que vous serez tous élus, car j'ai la conviction que vous serez tous élus et que vous saurez mettre en œuvre cette valeur de fraternité que j'ai vraiment perçue en chacun d'entre vous. On formera un super réseau. Je vois aussi une dernière question de Jana sur le chat qui dit où est-ce qu'on peut trouver ces OLES. Généralement, les consulats savent s'il en existe dans vos pays et vous donneront volontiers les contacts des présidents des associations. N'hésitez pas à demander à vos consulats. Peut-être même que vos OLES figurent sur les sites internet des consulats. Donc, n'hésitez pas à interpeller vos consulats si vous voulez savoir s'il existe des OLES et qui les anime. Maintenant, je crois qu'on peut peut-être conclure avec la vidéo. Vas-y. Attends, juste avant la vidéo d'Amélia, pour compléter ce que tu viens de dire, parce qu'un élément important me vient à l'esprit. Je pense que on voit bien quand on écoute les témoignages de Sophie, de Zaïda, de Kingé, de toi-même, Franck, et puis de Jean-Hervé. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que pour mettre en œuvre un projet d'aide et de solidarité, il me semble très important d'avoir, et c'est ce que vous exprimez tous, une profonde humilité. C'est difficile, mais c'est extrêmement enthousiasmant et on a vraiment des rencontres absolument exceptionnelles. Et je crois qu'il faut se méfier des gens qui disent « Yaka Faucon, on va monter une OLES, on va monter une association et yop la boum, ça va marcher ». Ce n'est pas tout à fait ça. Je vous ai entendu, de la patience, de la détermination et beaucoup d'humilité. Et c'est ce que je voudrais souligner en chacun d'entre vous. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus. Il me semble que c'est aussi une valeur extrêmement importante. Essentiel. C'est essentiel pour faire avancer les associations, pour les créer, comme tu le dis, parce qu'il faut à un moment donné les créer, avoir une structure pour pouvoir récolter des fonds, que ce soit des subventions ou des fonds d'entreprises qui pourraient participer. Alors, en termes de partage… Jean-Hervé, tu as levé la main, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour cette fois-ci. Si. C'est juste pour compléter, et avant peut-être la vidéo qui va nous parler de la fibre, si j'ai bien compris, parce que c'est Amélia, notre députée, qui a été un peu à l'initiative de la Fédération des bienfaisances, donc la fibre, je crois que c'est ça la vidéo qu'on va voir. Eh bien, nous avons ici plusieurs des OLES qui ont participé, qui ont adhéré à la fibre, mais qui n'est pas encore aussi active qu'elle pourrait le devenir. Et j'espère qu'après cette élection, beaucoup d'entre nous participeront avec les OLES de leur circonscription. Et je pense qu'on a ici un cadre de partage d'expérience, justement, qui a été créé, mais qui demande à être animé et à devenir vraiment une plateforme d'échange d'informations, de documentation, de comparaison de projets présentés dans les conseils consulaires, etc. etc. Merci Jean-Hervé. Laure, si tu veux bien passer la vidéo. 3 témoignages de Zaïda, Franck et Sophie, en fait, vont dans le même sens. La volonté et la générosité que les Français donnent à leurs compatriotes, et tout ça dans la bonne humeur. Je suis convaincue, personnellement, que la synergie permet le renforcement de la capacité d'intervention. Parce qu'en tant que Français, nous avons la fibre sociale dans notre ADN. Du coup, nous avons décidé de créer la Fédération Fibre. Fibre pour Fédération internationale des bienfaisances et entraide des Français résidant à l'étranger. Je me suis entourée d'acteurs associatifs de confiance afin de travailler à la constitution de cette fédération.
dès mars 2020, en fait, aux prémices de la pandémie. Cette fédération a pour vocation d'accompagner ces associations d'entraide de terrain, à les représenter auprès des pouvoirs publics, des entreprises et des ONG, de rompre leur isolement, et se veut un lieu d'échange et de bonnes pratiques. La fédération Fibre souhaite créer un cadre de concertation et de coopération pour faciliter le travail de communication des OLS entre elles. Par le rassemblement de ces OLS, on a comme objectif de leur offrir beaucoup plus de visibilité de manière individuelle, qui est très très difficile à acquérir. Pour soutenir et accompagner ces OLS, Fibre possède à l'heure actuelle un bureau composé de 5 membres fondateurs vivant dans 4 pays différents. Nous inscrivons cette fédération dans une dimension d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en réservant aux activités un caractère non lucratif, absolument pas laïque et apolitique. Apolitique, parce que quand on aide, on ne demande pas si la personne est encartée ou pas. Et quand on aide, on ne demande pas du tout les opinions politiques d'une personne. On l'aide, c'est tout. Les valeurs et la vision promues par Fibre sont en parfaite concordance avec celles portées par les OLS qu'elles souhaitent fédérer. Uniques au monde, ces organismes locaux d'entraide et de solidarité incarnent et illustrent à l'étranger des valeurs très fortes que la France et que les Français portent en matière d'accompagnement des plus vulnérables et des plus précaires. Rares sont d'ailleurs les pays en capacité de s'appuyer sur un tel outil pour déployer des dispositifs de soutien à l'attention de leurs ressortissants en dehors des frontières. Pour remplir ces objectifs, Fibre a établi plusieurs actions concrètes. Ainsi, dans notre volonté d'accompagner les OLS, la Fédération a pour ambition de développer un système de mentorat et de tutorat à destination des jeunes associations de bienfaisance et d'entraide sous la supervision des plus anciennes, et également d'encourager l'échange des bonnes pratiques entre les OLS autour d'ateliers et de webinaires qu'on souhaite organiser avec et des membres des OLS et des intervenants extérieurs. Et l'idée, c'est de porter des thématiques, notamment sur le financement, comment on finance et comment on remplit, par exemple, un dossier staff autour de la santé, parce que souvent, les OLS gèrent les centres de santé à l'étranger. Sur votre stratégie de communication également, je pense que ça peut être très intéressant. Parallèlement, Fibre relaie de manière hebdomadaire les portraits et les actions des OLS adhérentes sur les réseaux sociaux et auprès des médias, notamment locaux, à l'étranger. Et enfin, dans un second temps, on souhaiterait s'engager à renforcer la capacité d'action des organismes de bienfaisance en mettant en place un mécanisme de recherche de financement qui leur sera destiné. J'espère avoir été claire. Je vous remercie et à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Sophie, tout le monde. Et à toi la parole, Anne. Merci beaucoup, Amélia, pour cette précision. Merci à vous tous qui avez animé cette table ronde sur l'entraide et la solidarité. On voit là, à travers ce que nous explique Amélia, que finalement, ce que nous avons pointé du doigt tout à l'heure, l'intérêt d'aller rechercher une sorte de formation, de tutorat, de mentoring, eh bien, la fédération qu'elle a montée, et ça, je voudrais saluer l'énergie incroyable d'Amélia à avoir déployé cet outil. Jean-Hervé nous disait que cet outil nous demande maintenant plus qu'à vivre, qu'à être animé. Eh bien, je compte sur vous tous qui allez être élus dans les 15 jours qui viennent pour pouvoir déployer vos associations et de vous appuyer sur le réseau Fibre qu'Amélia a mis en place. Merci à tous, bon vent à tous, bonne élection à tous et n'oubliez pas à tous ceux qui nous regardent, voyez, la solidarité, le partage, la fraternité, ce sont des valeurs que nous portons, que nous défendons et que tous nos candidats incarnent avec beaucoup de talent.